Alors, on conclut cette première journée avec une table ronde. On a la chance de recevoir les co-autrices de la Coalition de la Robe. Merci d'être parmi nous, mesdames. Donc, je vous les présente. On a d'abord Marie-Claude Garneau, juste ici à ma droite, qui est auteure et doctorante en lettres françaises à l'Université d'Ottawa. Elle s'intéresse à la dramaturgie féministe, la théorie politique, les études culturelles et la sociocritique, qui sont au cœur de ses travaux de recherche. Elle a notamment publié des textes dans la revue de théâtre Jeux, puis chez Nouvelles pratiques sociales. Elle est membre du conseil d'administration de Lug et Lyon, la librairie féministe, et elle collabore activement avec le collectif interdisciplinaire Projet Ibris. Ensuite, nous avons Marie-Ève Milot, au bout de la table, qui est comédienne, autrice et metteur en scène. Elle a joué dans plus d'une vingtaine de productions théâtrales, dont Les Barbelés d'Annick Lefebvre au Théâtre de la Colline à Paris. Elle est co-directrice artistique du Théâtre de la Famille. Elle est présentement en résidence à la salle Jean-Claude Germain du Centre du Théâtre d'aujourd'hui avec leur prochaine création, Chienne, en fait, qui vient de passer, qui vient d'aujourd'hui. Voilà, désolée, je n'ai pas fait la mise à jour de la vidéo. Elle est membre active du groupe d'action Femmes pour l'équité en théâtre. Elle coécrit Le coup de gueule, Apprendre à compter, du 164e numéro de la revue Jeux, traitant de la sous-représentation des femmes dans le milieu théâtral. Enfin, nous avons Marie-Claude Saint-Laurent au centre, qui est diplômée de l'école de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe. Elle est comédienne, autrice, membre active du regroupement Femmes pour l'équité en théâtre et co-directrice du Théâtre de la Famille avec Marie-Ève. Elle a notamment été des distributions de Vrac la vie au petit écran et de Grease sur scène. Elle a coécrit avec Marie-Ève les pièces Walk-in ou Se marcher dedans, Cours à scrap, Portrait d'une famille reconstituée, Débranché, en parenthèse Unplugged, texte finaliste aux prises Louis Lahaye 2017, ainsi que Chienne et Guérilla de l'ordinaire. Leur collectif est en résidence au Salon du théâtre d'aujourd'hui jusqu'en 2019. Alors, je vous cède la parole. Et merci, Fanny. Merci pour l'invitation. On est vraiment contente d'être là. Donc, on est ici pour vous parler du livre qu'on a coécrit ensemble, qui s'intitule « La coalition de la robe ». On va vous parler plus spécifiquement de son processus d'écriture, mais aussi de sa mise au monde, en fait. On a une bonne quarantaine de minutes là, à vous parler de ce processus-là, puis après, on échangera avec vous si vous avez des questions et tout. Donc, le livre porte sur la façon d'intégrer l'analyse féministe dans les réflexions sur le théâtre québécois francophone, comment réfléchir la pratique du théâtre aussi de manière féministe. Donc, dans le livre, on raconte notre parcours de jeune femme qui a été formée comme comédienne dans une école de théâtre. Il parle aussi de notre arrivée dans le milieu artistique, notre prise de conscience féministe aussi, en lien avec les constats qu'on faisait par rapport à la place des femmes dans le milieu théâtral. C'est un récit qui oscille entre l'autobiographie et le documentaire. Et ce documentaire-là, cette section-là, documentaire, est construite à partir des archives de la Coalition de la Robe, qui, elle, est un collectif d'artistes féministes radicales et anonymes. On souhaitait raconter l'histoire de la Coalition de la Robe, mais surtout, on voulait s'en inspirer, nous, pour bâtir notre propre réflexion féministe sur le théâtre québécois. Donc, ce qui est au cœur de notre recherche, ce sont les archives de la Coalition de la Robe qui sont disséminées un peu partout dans l'ouvrage et qui servent d'outils critiques, en fait, et qui sont pour nous des exemples d'un certain militantisme féministe aussi à même la pratique du théâtre. Donc, on va mettre ça en relation avec cette notion d'ingouvernance ou d'ingouvernabilité. Je ne sais plus, j'ai entendu les deux ce matin. C'est très ingouvernable au sens où on n'a pas fixé de terme. Bon, moi, j'ai écrit ingouvernabilité. Donc, en ce qui est là, habiter justement notre geste d'écriture collectif. On va vous parler aussi de l'éclectisme de la forme du livre, bien sûr. Puis on va vous parler aussi des créations de la mystérieuse Coalition de la Robe, comment elles nous ont influencé justement chacune dans nos pratiques d'artistes et de chercheurs féministes aussi. Alors, je commence par citer Marie-Claude Saint-Laurent, qui disait si bien, à l'époque, en 2012, « On ne sait pas où ça va nous mener, on ne le sait pas ».
Donc, à chaque étape de création et d'écriture du livre, qui n'en était pas un là, au début, on ne sait pas où ça va nous mener, on ne le sait pas. Marie-Claude répétait ça souvent. Donc, il y a vraiment quelque chose d'excitant pour nous là, à retourner un peu, je dis loin en arrière. Bon, ça fait comme quoi, 6 ans, 5-6 ans, mais quand même, pour essayer de se remémorer toutes les étapes, les premières étapes, en fait, les premiers moments de la création de la coalition de la robe. C'est excitant d'essayer de maîtriser peut-être un peu plus cet objet ingouvernable-là qui, bien avant d'être un livre, a été des discussions, des idées, des recherches et une conférence performance, en fait. Donc, moi, je vais traiter de ça en premier lieu, en fait, de cet ingouvernable d'avant le livre, cette trame de fond, de questions et d'idées, de choc aussi entre nos façons, de nos 3 visions, parfois très complémentaires, mais aussi parfois divergentes, de nos féminismes. Donc, on ne sait pas où ça va nous mener, mais on écrit tout et on vous livre tout. Alors, c'est la parole qui est notre premier moteur, qui a été notre premier moteur d'écriture. Ce projet-là a toujours été quelque chose d'un peu, quelque chose qui nous échappait, qui nous dépassait aussi, puis même qui nous précédait, qui nous a précédés. En septembre 2012, quand j'ai contacté Marie-Ève et Marie-Claude, que j'appelle affectueusement Milo et Saint-Lô depuis bientôt 15 ans, donc je ne ferai pas exception aujourd'hui. Donc, quand j'ai contacté Milo et Saint-Lô pour leur proposer qu'on collabore ensemble justement à un projet qui allierait recherche et création féministe, on ne savait vraiment pas où ça nous mènerait. On ne le savait pas, mais on savait qu'il y avait une effervescence féministe à ce moment-là sur les scènes qui était timide, mais qui était tout de même présente. Donc, on ne sait pas où ça va nous mener, mais on le fait. Donc, en 2012, je suis en études féministes à l'Université Concordia, à l'Institut Simone de Beauvoir. Milo et Saint-Lô viennent de terminer leur 2e création, cours à scrap, portrait d'une famille reconstituée. On est chez Nix, sur Bleury, et je leur parle de cet appel à projet pour les 35 ans de l'Institut Simone de Beauvoir. C'est une conférence internationale qui est organisée, qui est intitulée « Repenser la race et la sexualité ». Et tout de suite, à ce moment-là, combiner justement recherche, réflexion et fiction féministe s'est imposé. On est chacune dans une période de nos vies où on travaille sur des questions féministes de manière assez différente, mais on était tous dans une disposition justement pour la discussion, comme un certain besoin d'échanger sur nos réalités, pour essayer de comprendre justement ce qu'on vivait comme auteur, autrice, comme étudiante, aussi comme artiste. Donc, on a décidé à ce moment-là de proposer une conférence performance. Là, à l'époque, on parlait un peu plus de théâtre documentaire. On ne savait pas vraiment que le terme conférence performance existait ou pas. Donc, on voulait proposer ça à propos du théâtre féministe. Donc, à la suite de quoi, on a proposé un projet pour les 35 ans de l'Institut Simone de Beauvoir. On a reçu une réponse positive de l'Institut en novembre 2012. Et donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à préparer cette conférence performance-là qui a été présentée plus tard en avril 2013. Donc, on se retrouve par une froide soirée de décembre 2012 au défunt bar Le Barbare sur Saint-Denis, chacune avec nos feuilles de notes, nos envies, nos questions surtout, et vraiment notre effervescence d'idées. Je me rappelle que Saint-Lô prenait des notes sur ton cellulaire et on parlait, puis tu nous disais souvent « Attendez, allez pas trop vite », tellement on parlait, tellement on avait beaucoup de choses à se dire. Et cette forme-là de la discussion fluide a aussi guidé beaucoup cette première étape-là, mais aussi guidé, on va vous en parler plus tard, mais toute la construction du livre. Donc, au Barbare, on parle de tout, de politique, de théâtre, d'invisibilité des femmes au théâtre, on parle des processus de création, on parle de violence aussi, on parle beaucoup de Polytechnique, on parle aussi de la récente attaque contre Pauline Marois. On est en décembre 2012, donc ça fait pas très longtemps. Notre recherche à ce moment-là est déjà commencée, en fait. Même si nos idées partent dans tous les sens, on sait qu'on veut une démarche rigoureuse, mais on ne connaît pas encore les outils de ça. Et la rigueur de notre démarche va se développer surtout dans la confiance qu'on s'octroie beaucoup chacune. On n'est pas dans une quête d'objectifs à réaliser, à atteindre, mais plutôt on se sent vraiment comme engagé dans un parcours, dans une recherche, dans une quête de mise en lumière. Cette invisibilité-là des femmes au théâtre, c'était ça qui nous drainait, qui nous drivait, qui vraiment dirigeait notre quête d'information. Donc, à la fin de cette première réunion au Barbare, on fait face à 3 grands ensembles de questions qu'on a nommés des points de recherche, à partir desquels on a structuré tranquillement justement la conférence performance qui va devenir bien plus tard la coalition de la robe. Donc, ces 3 points-là, on les nomme d'abord les femmes dans les représentations politiques,
Ensuite, les femmes au théâtre et dans la performance. Et finalement, les questions féministes un peu plus en lien avec les théories féministes. Donc, chacune, on s'est approprié un point de recherche, puis c'est à partir d'eux, en fait, qu'on a commencé à réfléchir, à se poser des questions, à chercher, à lire beaucoup aussi, à prendre des notes et à structurer la conférence. Donc, on s'est planifié à ce moment-là une série de rencontres durant l'hiver 2013, série de rencontres pendant lesquelles on écrit ensemble cette conférence-performance-là qui est déjà indisciplinée, ingouvernable, parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener. On ne le sait pas, mais on le fait. On commence pas mal à voir le chemin là, tout au long de cet hiver 2013-là. Donc, on se rencontre environ une fois par semaine. On discute de politique, de théâtre, de point de vue féministe, de création. On s'enregistre. J'ai réécouté quelques-uns de nos enregistrements. Donc, on s'enregistre pour essayer de garder des archives, en fait, de ce qu'on fait. On mange ensemble, on rit beaucoup, on prend beaucoup de notes. Donc, c'est à partir de ces écrits-là, assez divers et un peu éclectiques, qu'on commence à composer la trame de fond de notre conférence performance. Et on crée aussi nos propres archives, justement, avec ces enregistrements-là aussi. Et c'est comme ça qu'on va créer le récit à partir de ce vécu-là, qu'on re-questionne constamment, justement, à la lumière de nos nouvelles réflexions, en les mettant en relation avec des théories qu'on découvre sur notre chemin, en les mettant en rapport aussi, en parallèle avec certaines questions soulevées dans des spectacles de théâtre qu'on voit à ce moment-là, certains textes aussi qu'on relit. Donc, chacune à notre tour, on développe une question, l'approfondit pendant une semaine, on part chacun de notre barre. Puis, la semaine suivante, on revient, on met le tout en commun, chacune lit aux deux autres ce sur quoi elle a travaillé pendant la semaine. Donc, on pose des questions, on réécrit des segments, on peaufine. Donc, on est toujours un peu dans l'immédiat, on construit vraiment à partir de ce qu'on apprend sur le fait, en fait. Donc, notre propre recherche d'information, c'est ce qui devient, en fait, le socle de notre système d'archivage, en fait. Donc, on tente de faire du sens à partir de toutes ces idées-là. Par exemple, on a fait beaucoup de recherches autour de textes d'auteurs, d'autrices contemporaines qui s'intéressent aux enjeux politiques dans le théâtre. Ça, on n'en trouvait pas beaucoup au début, puis c'était vraiment une de nos quêtes assez importantes. Donc, on se demandait vraiment pourquoi il y avait personne qui abordait des questions politiques au théâtre, ou en tout cas pourquoi on n'en trouvait pas. Et petite anecdote, Marie-Ève est allée rencontrer Marie-Claude Verdier, qui était alors au centre, je me mélange tout le temps, au Centre des auteurs dramatiques, pour en discuter. Puis je me permets de citer brièvement là, leur échange courriel que tu avais eu avec Marie-Claude. C'était le 14 janvier 2013. Et Marie-Ève avait écrit à Marie-Claude « Au printemps, je vais participer à un colloque féministe à l'Institut Simone de Beauvoir et notre recherche est axée sur les femmes et le politique dans le théâtre québécois. » On voit que ça a quand même évolué depuis. Mais c'est là, tu sais. Et elle disait « Je cherche une ou des femmes dans l'histoire du Québec de maintenant qui intégreraient un militantisme politique à son œuvre. » Et Marie-Claude Verdier lui avait répondu, c'est vraiment formidable, elle dit « Excellente question, disons que le militantisme se fait plus discret et moins ouvert que dans les années 60, tiens. On trouve des personnages féminins forts, des situations intéressantes, mais pas nécessairement de revendications politiques claires. » Ceci dit, plusieurs auteurs tiennent des propos très intéressants. Donc, elle nous avait donné comme piste, bien sûr, Catherine Léger, Dominique Parenteau-Leboeuf, Sarah Bertillon, il y a Fanny Bride, Marie-Ève Gagnon, Carole Fréchette aussi, et Annabelle Soutard. Donc, à partir de ça aussi, on s'est questionné justement sur la façon d'investiguer des enjeux sociaux et politiques au théâtre et on s'est tourné vers le théâtre documentaire, donc vers Annabelle Soutard, là, bien avant Freddy et Jamie Hydro, au moment où elle n'était pas très connue. Ça nous a mené à une recherche plus vaste sur l'écriture du théâtre documentaire. On a aussi revisité le théâtre féministe des années 70, bien sûr, donc les questions soulevées à cette époque-là, les représentations. En parallèle, on se tourne beaucoup aussi vers des théoriciennes féministes, parce que moi, à ce moment-là, je suis en études féministes, donc Kimberly Crenshaw, Bell Hooks, Audre Lorde, ça fait partie de nos réflexions, on s'en inspire aussi. Et c'est à ce moment-là aussi, on a commencé à se poser vraiment une question d'ordre, en fait, où est la question intersectionnelle au théâtre aussi? C'est bien d'aborder d'un angle féministe, mais où en est l'intersectionnalité? Donc, qui sont ces femmes qui jouent, qui écrivent, qui mettent en scène? Où sont les femmes racisées? Où sont les lesbiennes? Où sont les queers? Ça nous habite vraiment beaucoup. Donc, on trouve notre milieu très blanc et très hétéro, et on se questionne justement sur comment travailler et créer d'un point de vue intersectionnel.
Donc, au terme d'environ 3 mois de recherche et de rencontres, d'écriture aussi, on a présenté le fruit de notre travail lors de notre conférence performance à l'Université Concordia. Et à la suite de ça, il y a eu beaucoup de questions. C'est une légère parenthèse, parce qu'à cette première présentation-là, après des mois de recherche et de discussions enflammées, il y avait 8 personnes dans la salle. C'était génial. Puis c'était une grosse conférence, là, ça durait 1 heure, on était prêtes, là, puis on était là, chargés de toutes nos questions. C'était 8 parfait. personnes, incluant 2 amis et la caméra. Fait que, c'est pour dire. Ah non, mais elle compte, là. Mais on ne savait pas où ça allait nous mener. On ne le savait pas. On le savait pas. Justement, suite à cette conférence-là, on a proposé la conférence performance aux États généraux de l'action et de l'analyse féministe qui se déroulait en novembre 2013, donc quelques mois après la conférence à Concordia. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Valérie Lefebvre-Fauché des éditions du Remue-Ménage. Et c'est là qu'elle a vu, je m'en rappelle encore, elle était assise dans le fond de la salle. Quand elle a vu la conférence, c'est la première à avoir levé sa main et dire « Mon Dieu, il y a un potentiel de publication là-dedans, avez-vous pensé faire quelque chose avec ça? » Et ça nous était jamais passé par la tête parce qu'on ne savait pas où ça allait nous mener. Fait qu'on savait encore moins qu'on allait publier un livre avec ça. Et donc, c'est là que les premiers germes, en fait, de l'écriture du livre sont arrivés. Puis, à ce moment-là, bon, on a refait plusieurs conférences performances dans l'année suivante, donc 2012, 2013, 2014. Et puis, en fait, je veux le dire, mais parce qu'on était vraiment avant les J'accuse d'Annick Lefebvre, avant Table rase du collectif Chienne, avant que les Femmes pour l'équité en théâtre comme sortent. Et nous, on était là en train de travailler ensemble dans une cuisine, dans des salles communautaires, à se poser des questions sur le théâtre féministe, sur la représentation des femmes, sur la visibilité des femmes. Puis on se sentait bien tout seul. Fait que à peu près fait que c'est comme le fun de voir qu'il y a une maison d'édition qui t'approche pour dire « Hey, il y a du potentiel à faire comme quelque chose avec ça. Ça peut avoir... un rayonnement plus large que c'est ça ce qu'on faisait devant aussi, nos 8 personnes. C'est ça. Puis on présentait pas dans des salles de théâtre aussi, on était dans des conférences universitaires ou dans des salles communautaires où c'est ça, il y a à peu près toujours 10-12 personnes qui sont là. Donc à ce moment-là, on s'est vraiment ça a révélé encore plus nos féminismes. Puis moi, je pense que si on a pu arriver à se poser autant de questions dans cette phase préliminaire-là, en fait, si on a pu travailler autant dans la bonne humeur et la confiance aussi, c'est parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on était en quête de quelque chose, qu'on travaillait vraiment de façon acharnée, mais comme dans la bonne humeur, mais toujours un peu en ayant l'impression qu'on était un peu toute seule là-dedans. Et donc, il y a eu d'autres conférences, 2014. On a laissé les trucs un peu en plan jusqu'en 2015. J'ai commencé ma maîtrise en théâtre à ce moment-là. Les filles travaillaient sur Chienne, à l'écriture de Chienne à ce moment-là. Donc, on s'est donné une année là, après comme cette série de conférences-là. On a laissé ça de côté, on a laissé ça reposer. Et on s'est retrouvés à l'hiver 2016 pour vraiment plonger, à proprement parler, dans l'écriture du livre. Après que Valérie nous ait d'ailleurs relancé une deuxième fois. Oui. Puis moi, je fais une brève intervention parce que je trouve ça magnifique, en fait, c'est quoi une maison d'édition féministe? Je trouve que c'est quelqu'un, ou en tout cas, du moins, une maison qui a la capacité d'aller vers. Puis, tu sais, je trouve qu'on traite, entre autres, parfois du sentiment d'imposture des femmes dans le travail là-dedans. Puis, je trouve ça vraiment... ça me touche beaucoup, en fait, qu'elle nous ait relancé, parce qu'elle croyait peut-être même plus que nous à la possibilité de ce livre. Puis, j'avais vraiment envie de... Oui, non, absolument. Donc, c'est là que je te cède la parole, ma chère amie. Oui, moi, je vais aborder, en fait, on va rentrer vraiment plus dans la forme de l'ouvrage puis dans son éclectisme. Parce que, oui, bon... La forme rappelle celle du théâtre documentaire dans sa construction, mais aussi dans sa fonction. Fait que ça m'amène à faire, en tout début de parcours, juste une petite parenthèse sur le genre du théâtre documentaire. Ça a été créé par l'auteur suédois d'expression allemande Peter Weiss en 1965 avec sa pièce L'Instruction, un texte qui a été créé à partir des notes qu'il avait prises en assistant au procès des 22 responsables du camp d'extermination d'Auschwitz.
Il définissait son travail de la façon suivante. Le théâtre documentaire adopte un point de vue contre le point de vue médiatique. Il s'oppose aux médias de masse et plus largement à l'État qui manipule l'information. Alors que les médias tendent à cacher, à camoufler et à corrompre la vérité, le théâtre documentaire, quant à lui, fait lumière sur des événements et des conflits géopolitiques en s'inspirant de sources fiables et en rendant compte fidèlement. Notre coalition de la robe, comme le théâtre documentaire, s'attarde à mettre en lumière des individus, des mouvements et des idées qui ont été et qui sont encore occultés par les médias de masse et le système d'éducation. Mais elle le fait avec certainement moins de discipline et en intégrant, puisqu'on le fait en intégrant de la fiction dans la démarche, puis la recherche de cette vérité-là est donc un peu plus subjective. Comme le disait Marie-Claude, le livre s'articule autour de 2 trames, le récit de notre éveil féministe en traversant nos parcours personnels et artistiques, puis une enquête sur la mystérieuse coalition de la robe qu'on découvre à travers leurs archives. Puis ces archives-là prennent elles-mêmes plusieurs formes différentes puisque leur pratique est hétéroclite. Par exemple, on retrouve un slam du théâtre, des extraits de leur carnet de création, des transcriptions d'échanges textos, des verbatims de performance, des passages d'un zine, des lettres, un manifeste et même un conte. Fait que bien sûr, ça contribue à cette forme qui est très, très éclatée, le fait qu'on mélange les genres. Et puis, si dans l'objet, c'est ça, les frontières entre les genres littéraires sont brouillées ou brisées, notre intention de départ n'était pas ça, par exemple. Notre intention était de suivre les impulsions d'écriture. Donc, dans nos rencontres, on se donnait chaque semaine des défis de rédaction, donc de réflexion, parfois sur les mêmes thèmes, comme dans le cas d'un passage qu'on a gardé là, dans le livre, où on a tenté de répondre à la question « Comment je suis devenue féministe ?» Parfois, chacune sur des sujets différents, mais l'objectif était commun, celui de servir le sujet développé et surtout d'avoir du plaisir à le faire. Donc, s'autoriser à suivre l'inspiration sans jamais imposer une forme. C'est d'ailleurs ce mélange des genres littéraires là, qui a inspiré le terme « documentaire indiscipliné » qu'on a choisi là, pour caractériser le livre en collaboration avec l'éditrice Valérie Lefebvre-Fauché. Et puis, la liberté totale qu'on s'est donnée dans la création est aussi à la source des différents modes narratifs utilisés dans le livre. On laissait entrer les « je », les « elles » et le « nous » qui s'est rapidement dessiné comme le fil conducteur. L'alternance de ces voix et le caractère perméable de leurs limites contribuaient à nourrir les angles de vue et à les interrelier. C'est juste vers la fin du processus qu'on a changé les pronoms de certains morceaux, soit pour faciliter la compréhension, soit pour jouer de façon plus consciente avec les identités et les adresses différentes. C'est vraiment dans la mise en commun de nos textes écrits individuellement que l'écriture à 6 mains est apparue. Les échanges qui suivaient la découverte du travail de chacune ont fait naître plusieurs méthodes. Parfois, il y avait la circulation des textes, c'est-à-dire qu'on échangeait nos textes pour proposer des coupures ou ajouter des nouveaux passages ou carrément en poursuivre l'écriture à la suite. Parfois, on ne savait pas du tout quoi faire avec le matériel et on laissait les textes reposer, on les mettait de côté en sachant très bien qu'ils seraient réintégrés en chemin au moment opportun. Et parfois, on débattait. Les critiques mutuelles et nos divergences d'opinion prenaient par moments des allures de confrontation, mais servaient toujours à relancer, à préciser, à ouvrir, à recentrer ou à décentrer, mais surtout à complexifier les idées. Apprendre à s'exprimer avec respect et clarté d'un côté et apprendre à reconnaître et à accueillir ces angles morts de l'autre ont été des apprentissages extrêmement formateurs. La critique est devenue un réel moteur d'avancement puisqu'il fallait trouver comment diriger cette énergie et la mettre à profit dans notre projet commun. Aussi, comme on lisait toutes trois beaucoup d'autrices pour nourrir nos recherches, on faisait souvent appel à nos lectures pour appuyer nos critiques et relancer la discussion en invitant à notre table plusieurs penseuses inspirantes. Toujours en rapport avec nos méthodes de travail,
parfois, nos textes répondaient déjà avec évidence et dans ces moments-là, ils devenaient le cœur d'une partie. Par exemple, pour reprendre le passage « Comment je suis devenue féministe », quand on s'est présenté nos textes sans nous consulter, l'une avait écrit sur son enfance, l'autre sur son adolescence et la dernière sur son passage à l'âge adulte. Nos textes pouvaient donc devenir le récit d'une seule personne. Comme quoi la mise en commun de nos expériences personnelles arrivait à créer un sens nouveau et contrasté. Le ton général du livre, situé à mi-chemin entre le performatif et les réflexions théoriques, vise à créer un dialogue entre ces deux outils de transmission, puis à créer un dialogue à l'image de ceux que nous avions en cours de travail. Excuse-moi, oui. on va peut-être lire un extrait de comment je suis devenue féministe. Oui, c'est vrai. Avant qu'on ait passé à un autre sujet. Merci, vraiment. J'avais oublié qu'on avait dit qu'on ferait ça. On va écouter Marc-Claude. Oui, tout ça. Merci. OK. Ce que tu disais tantôt, tu veux-tu le dire avant ou après par rapport au personnage? C'est-tu comme par rapport à comment je suis devenue féministe? Juste parce que où je commence, comme... Ah non, vas-y directement. Bon, on mettra en contexte après. Ouais. Alors, j'aime Duras, j'aime Monique qui aime Susanna. En effet, à force de travail, d'analyse, de lecture et de questionnement avec ma collègue qui incarne elle-même une Susanna fascinante d'amour et de maturité, nous en venons au constat que les deux personnages s'aiment. À travers leur relation avec les hommes, oui, mais aussi à travers les événements de leur vie. Être une femme, c'est avoir des relations différentes, dit d'ailleurs cette Susanna. Voilà que par ces mots, je fais le constat qu'aimer une femme est possible. Aimer comme aimer d'amour. Aimer comme faire sa vie avec une femme. Et voilà que tout à coup, grâce à Monique, je voudrais me connaître autrement. C'est une citation trafiquée de Duras. Moi aussi, alors, je réalise que j'ai besoin de faire ma vie avec une femme. Alors, à 21 ans, je prononce doucement le mot « lesbienne ». Grâce à Monique et Susanna, des personnages de théâtre, grâce à l'écriture et à la poésie de Duras, le regard que je pose sur moi change. Et le regard que je pose dorénavant sur les personnages de théâtre, sur cet art en général, lui aussi change. À travers les univers proposés à l'école, je me découvre un autre espace de possible, une famille choisie, des amis qui me comprennent et avec qui j'invente autre chose. Une famille choisie, construite à partir de rêves et d'images différentes. Le théâtre comme un lieu de création de nouvelles avenues pour la vie. À travers cette quête personnelle, Monique sème aussi les germes d'une réflexion plus large, politique. Les rôles de femmes qui en aiment d'autres ou qui s'appartiennent simplement en dehors d'un regard masculin sont très rares. Cette rencontre avec Monique m'a poussée en quête de cet absolu, ces représentations de femmes qui sont autonomes, qui décident pour elles-mêmes, qui sont le moteur de l'action dramatique, qui ne sont pas qu'instruments de la parole, qui sont discours, qui disent des choses, qui changent la face de la vie. Des femmes qui sont en quête d'elles-mêmes et du monde, être en quête. Quelques années plus tard, j'ai réalisé qu'à travers le théâtre, ma quête était devenue féministe. J'ai prononcé le mot « féministe », puis « lesbienne féministe ». Alors, en tant que jeune actrice, j'ai voulu à mon tour créer, lire, écrire, des représentations, des nouveaux symboles et des imaginaires qui prennent leur source dans les expériences vécues des femmes, pour donner au théâtre, à l'image que je m'en fais et que je veux... Pour donner au théâtre, à l'image que je m'en fais et que je veux voir advenir, une dimension féministe, pour que je puisse enfin me reconnaître autrement sur la scène. Bien, je trouve que l'extrait parle en soi, mais je trouvais qu'il y avait un miroir intéressant avec ce que la coalition nous a fait, comme l'amitié comme vecteur de changement, puis les personnages aussi, comment la fiction, parfois, quand on a une ouverture à accueillir les relations dans une pièce que tu travailles à l'école de théâtre, par exemple, peuvent avoir une incidence sur ta vie, sur ton propre parcours. Puis je trouvais qu'il y avait vraiment un parallèle intéressant avec la coalition de la robe et notre travail. Voilà. Je reviens dans notre processus créatif. Donc, cette liberté totale-là qu'on s'est donnée dans l'acte de créer, puis le fait de l'avoir fait en collectif en plus,
Ça a bien sûr semé quelques embûches sur notre parcours et fait apparaître une question fondamentale. Comment apprivoiser et utiliser la notion d'échec dans la création? Parce que oui, il y a eu quelques ratés. Par exemple, à un certain moment, je m'étais affairée là, à fouiller dans les archives de la Revue Jeu, qui est la revue québécoise spécialisée en théâtre qui existe depuis plus de 40 ans déjà, dans l'objectif d'évaluer la présence des femmes créatrices dans la revue, mais je m'y suis complètement perdue pendant plusieurs semaines à nos rencontres de mise en commun, tout en critiquant vivement ma méthodologie. Mes collègues m'encourageaient à persévérer en valorisant le fait que l'intuition forte qui guidait mon enquête avait une valeur et que malgré les maladresses et le manque d'outils, mon idée trouverait son chemin et sa place. Et c'est plus particulièrement le dialogue autour de cette recherche, dont il reste presque rien dans l'ouvrage, qui a fait évoluer notre grille d'analyse féministe commune, qui a ensuite quand même guidé vraiment, surtout la dernière partie là, de notre livre, dont je vais vous en parler tout à l'heure. Puisque, justement, après être allé au bout de nos explorations, il fallait construire, assembler les pièces qui étaient déjà liées par le sens et créer des liens pour les pièces qui s'en étaient détachées. 3 parties se sont organisées autour de 3 thèmes principaux qui semblaient se dégager là, du premier collage de tous ces morceaux-là. La première partie, l'éveil, la deuxième, les vents contraires, et la troisième, critiquer, dialoguer. Comme on avait revisité et analysé nos parcours scolaires et artistiques, il nous apparaissait nécessaire d'utiliser la ligne du temps des événements relatés comme grande ligne conductrice, mais notre façon de travailler étant en constante évolution, certains passages presque indomptables ont migré d'une partie à l'autre, et ce, jusqu'à la publication. En terminant, bon, ce qui émerge de notre processus, d'abord une envie viscérale de partage, de vulgarisation des théories qui est née dans nos cuisines et qui, on l'espère, s'étend dans celle de nos lectrices-lecteurs. On a même laissé une trace de cette idée-là avec notre petit guide pratique pour un théâtre féministe qui tient en une page détachable à coller sur ton fridge. Ce qui émerge aussi, c'est la notion de temps dans la création qui permet de laisser les liens se tisser par eux-mêmes dans l'inconscient du collectif. La possibilité et la nécessité de créer des outils de transmission à travers une multiplicité de vecteurs, le besoin d'une diversité des points de vue, puis l'accueil de l'échec pour cultiver la confiance, et surtout un décloisonnement symbolique qui donne la permission de transgresser. En jouant avec la fiction, on s'est permis d'inventer ce qu'on ne trouvait pas, on s'est donné le droit de revisiter l'histoire et nos expériences, on s'est autorisé à voir autrement et à le faire comme une invitation. Ce qui nous amène vers la coalition de la robe. Oui, moi je vais vous parler plus des archives, en fait, des pièces choisies de cette mystérieuse coalition. Déjà, tu parles de décloisonnement. Il y a depuis le début de ce non-projet-là le désir de créer un pont aussi entre l'artistique et l'académique. Parce que, étrangement, tu sais, moi, je ne suis pas une universitaire, puis quand j'ai commencé par de vivre ma vie universitaire par procuration, en côtoyant Marie-Claude Garneau, je me suis rendu compte des fois à quel point il y avait un décalage, en fait, entre ce qui se dit dans le mainstream, puis ce qui s'étudie, puis les théories, puis tout ça. Puis ça a été, là, pour moi, là, déjà une révélation. Puis, donc, depuis le début, il y a ce désir de part et d'autre de créer ce pont-là, oui, en vulgarisant, mais en valorisant ça aussi dans la création. Puis, je remarque aussi dans notre milieu que très peu de praticiens, praticiennes de théâtre écrivent sur leur pratique, probablement pour certains comme moi, par complexe, en fait, de se commettre à ce niveau-là. Puis, ouais, je vais juste dire que j'étais fière de ça, ce petit pont-là qu'on crée depuis quelques années. Puis, voilà, ça a trouvé sa place dans ce non-livre. Donc, moi, je vais vous parler des effets
que les créations de la Coalition de la robe a eu sur nous, dans notre écriture, dans nos vies, dans nos relations, nos prises de conscience, comment on s'en sert pour s'inspirer, pour se relancer dans le travail, comment ça guide en fait nos processus de création ou de recherche. Donc voilà. Premièrement, l'une des premiers contacts qu'on a eu avec la Coalition de la robe, c'était à Sinaia, en Roumanie. On peut peut-être commencer par lire l'extrait. C'est l'extrait du programme, en fait. Bien, l'extrait met en contexte. Je vais poursuivre par la suite. Saint-Lô? Oui, c'est moi, je me souviens pas, pardon. C'est bien toi. Nous sommes maintenant à Sinaia, en Roumanie, où des représentantes de l'Iran, de la Chine, du Pérou défilent sur la scène du Petit Théâtre. De jeunes artistes présentent à tour de rôle les deux mêmes œuvres et nous sommes fascinés par la diversité des points de vue selon les pays d'origine. À notre tour, après les présentations de notre école, 3 jeunes femmes représentent aussi le Québec-Canada avec leur version de la leçon de Ionesco. L'une d'entre elles joue le personnage du professeur, même si le genre proposé par l'auteur est masculin. Une femme ose jouer le fameux personnage du professeur. Sa professeure est tout aussi forte, intrigante et magnétique. Pourquoi ce choix est-il si exceptionnel et surtout, pourquoi nous semble-t-il si audacieux? Elles ont choisi de dénoncer l'impérialisme américain, le conditionnement social, la violence de la société de consommation et d'illustrer le thème de l'abus de pouvoir en utilisant des symboles de Grande Guerre. En les écoutant parler de leur démarche féministe et de leur engagement après la représentation, nous avons une seconde charge d'adrénaline. Ce sont elles. C'est la coalition de la robe. Pour les jeunes actrices, le travail de construction du personnage a été axé non pas sur le sexe, mais sur la fonction sociale. Les Québécoises ont d'ailleurs été les seules à proposer ce type de construction de personnage. Elles expliquent que ce choix, à la fois spontané et circonstanciel, s'est avéré le point de départ d'une réflexion commune sur la représentation des femmes sur scène et plus spécifiquement dans les distributions du répertoire classique. Donc, ça a été vraiment le point de départ, nous, de notre très, très grand... Parce qu'on a étudié toutes les 3 ensemble à l'école de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe. Et c'est vraiment à partir de ce morceau-là qu'on a commencé à se questionner sur notre formation académique. Parce que nous, on était dans notre année, on était 9 filles, 3 gars. Et donc, on se faisait beaucoup dire par nos professeurs, par tout le corps professoral, que c'était très problématique. Et donc, quand on a vu ces femmes de la Coalition de la robe renverser les codes, donc c'est pas parce qu'une pièce classique, c'est pas parce qu'il y a une distribution écrite au début d'un livre de théâtre qu'on est obligé de la respecter. Donc, toute l'idée de la transgression nous est apparue à partir de ce moment-là. Nous, on a même décidé, après coup, dans notre propre démarche artistique de compagnie avec le Théâtre de la Famille, d'essayer de décloisonner ça, soit quand on a des commandes de pièces, comme par exemple, on en a eu une dernièrement pour la comédie, la troupe musicale de l'école secondaire de Rimouski, où il y avait un garçon pour 28 filles. Et donc, c'est là que, comme c'était encore une fois problématique, c'est là qu'on fait appel à la création féministe. Et donc, on a eu cette commande de réadapter, en fait, Alice, les 2 romans de Lewis Carroll. Et nous, on a décidé, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à introduire dans notre démarche la notion l'idée de dégenrer les personnages. On a fait exploser le personnage d'Alice en la dédoublant plusieurs fois. On invitait à même l'écriture, en fait, les élèves ou la metteur en scène à choisir le genre de leurs personnages, qui sont souvent des animaux. Et on a, ajouté donc plusieurs personnages féminins. Plus récemment, avec l'écriture de Chienne, on a dégenré, en fait, tous les personnages secondaires.
À même le texte, on a utilisé pour l'édition future, on va même utiliser ce joyeux petit point milieu qui ouvre tellement de possibilités. Mais donc, tous les personnages qui gravitent autour de la protagoniste n'ont pas de genre. Donc, ça peut être, c'est ouvert, ou les créateurs, créatrices, en fait, sont obligés de dialoguer, de faire un choix. Et c'est toute la notion d'alternative qui apparaît. Puis nous, on a, suite à toutes ces recherches-là qu'on fait avec Marc-Claude, puis autour de la Coalition de la robe, on a eu envie de laisser maintenant dans nos écrits dramaturgiques des traces de nos réflexions féministes. En fait, pour forcer heureusement, là, joyeusement, les créateurs, créatrices futures à se questionner là-dessus. Donc, voilà, pour renverser les codes, ça nous est venu, donc oui, de la Coalition de la robe. Ensuite de ça, notre éveil féministe est donc, oui, vraiment intimement lié aux femmes de cette coalition-là parce qu'elles font partie des premiers modèles de femmes artistes à avoir revendiqué une posture féministe dans leur création, leur engagement social, dans leur vie. Comment je suis devenue féministe, les 3 courtes formes relatant des souvenirs réels, des moments charnières de nos histoires respectives, c'est vraiment la première question qu'on s'est posée. Grâce à elles, en fait, en piquant notre curiosité sur leur parcours, elles en ont réveillé une sur la nôtre. Et voilà. Donc, je passerai maintenant au manifeste. Parce que le manifeste de la Coalition de la robe, qui a été vraiment le début de notre questionnement sur la responsabilité artistique, sur l'intersectionnalité, savoir qui nous sommes, d'où on parle, apprendre à reconnaître ses privilèges. Et voilà. Alors, je suis pas rendue. Oh. OK. Donc, Coalition de la robe, le manifeste, collection personnelle des auteurs 2012. Nous sommes la Coalition de la robe. Nous sommes entre autres des femmes, des universitaires, des artistes multidisciplinaires, des auteurs. Nous reconnaissons notre positionnement. Nous posons ce regard particulier qui est le nôtre parce que nous sommes qui nous sommes, où nous sommes avec notre vision propre et nos billets. L'universalité et la neutralité n'existent pas. Nous comprenons la portée politique et artistique de notre propre subjectivité en tant qu'artistes féministes. Nous dénonçons la misogynie, l'hétérosexisme, le racisme systémique, le capacitisme du milieu théâtral québécois francophone, parce que c'est celui dans lequel nous évoluons. Nous considérons qu'il est primordial de réfléchir à nos pratiques et à nos démarches d'artistes de manière intersectionnelle. Nous considérons que le genre, la classe sociale, la race, l'orientation sexuelle, la capacité physique du corps, le contexte géographique et sociopolitique et donc tous leurs multiples points de jonction façonnent directement les expériences des femmes. Nous considérons que les féminismes sont pluriels, vastes et infinis de par les expériences des femmes et nous considérons que les pratiques artistiques doivent refléter ces réalités. Il est nécessaire de poser un regard critique sur ce qui se fait en ce moment dans la sphère théâtrale. Nous reconnaissons que nous avons une responsabilité artistique en tant qu'artistes féministes. Avec la force sensible de nos expériences, de nos propos, nous assumons notre responsabilité éthique et citoyenne par nos prises de position publiques. Nous reconnaissons qu'en tant que femmes privilégiées, nous devons être des alliés à l'écoute, acceptant de nous taire par moments pour qu'émergent les voix de femmes marginalisées. Nous travaillons à mettre en lumière l'imaginaire des femmes, leurs actions artistiques, sociales, politiques. Ainsi, nous réfléchissons au rapport de pouvoir qui traverse les différents espaces qu'habitent les femmes, les sphères sociales, politiques, privées, artistiques. La Coalition de la robe se veut partie intégrante d'une histoire féministe, une histoire positionnée dans une actualité consciente des actions du passé et pleine d'une mémoire capable d'envisager un avenir artistique féministe et prometteur. Nous voulons briser les barrières entre les milieux universitaires, les communautés et les mouvements artistiques. Nous cherchons à générer des langages différents pour entendre des voix féministes. La Coalition de la robe veut réaffirmer les féminismes pour que cesse la peur, les préjugés, les stéréotypes,
pour que s'ouvrent de nouvelles directions, pour que s'entendent de nouvelles paroles vibrantes, créatives et subversives. Nous souhaitons que les enjeux du travail et de la création artistique des femmes soient reconnus comme des enjeux féministes, que le mot même de féminisme cesse d'effrayer. Nous dénonçons le ressac médiatique, politique et social contre les féminismes. Celui-ci fait en sorte que les femmes artistes éprouvent souvent un malaise à l'idée de se dire féministes et de revendiquer leur travail comme tel. Nous en appelons à la solidarité, à l'écoute et au courage de prendre la parole, de créer en tant que féministes. Politisons notre engagement envers l'art, le théâtre et la littérature. Ce manifeste se veut une protestation contre les assignations imposées à nos corps, nos idées et nos imaginaires. Prenons le pouvoir sur ceux-ci. Acceptons et reconnaissons que nos expériences teintent inévitablement nos écrits, nos créations. Ce manifeste se veut une réflexion critique dans l'espoir de repolitiser le théâtre d'ici pour que les femmes se sentent aussi libres que possible. Donc, le fait d'avoir mis la main sur ce manifeste-là, ça nous a terriblement influencés, et dans l'écriture de ce non-livre, et aussi dans notre démarche au Théâtre de la Famille. Et un exemple très concret, ne renions pas d'où l'on vient. Je vais vous lire, en fait, notre premier mandat de compagnie, qui date de 2008, et ensuite je vais vous lire celui d'aujourd'hui, de 2018, et ça parle de soi, de voir en fait le chemin parcouru et aussi tous les outils qu'on a trouvés en fait dans nos nombreuses années de recherche, et surtout en ayant côtoyé plus ou moins de loin la Coalition de la robe. Donc, 2008, Théâtre de la femme et 3 petits points. Note. C'est ça, hein? C'est humilité. Note. Le féminin est ici employé pour nourrir le texte. La femme comme point de départ, comme origine de la création. La femme et ses rôles, sa place. La femme et toutes ses formes, sa poésie. La femme et ses mondes au-dedans et en dehors. La femme et son théâtre, dans l'urgence qu'a la famille de trouver son pain. Ouais. Création ou œuvre tirée de la dramaturgie contemporaine d'ici et d'ailleurs, les affamés donnent la parole aux femmes, que ce soit par l'entremise d'un texte ou de la mise en scène. C'est d'un point de vue féminin qu'elles souhaitent traduire leur époque. Elles font des différentes formes de langage un moteur. Recherche d'une langue originale et vivante, métissage des genres, le texte et l'actualisation de sa portée sont leurs armes de front. Le théâtre de la femme s'engage à ce que ses productions soient majoritairement des créations, à ce que plus de la moitié de ses équipes de travail soient composées de femmes. Hein? 2018. Hey, 10 ans plus tard, de nombreuses lectures. Mais je fais juste une petite parenthèse parce que quand Marie-Claude nous a approchés vraiment à la genèse du projet, justement pour qu'on collabore ensemble pour la conférence performance à l'Institut Simone de Beauvoir, c'était après avoir vu Cours à Scrap, notre spectacle. Puis quand même, la première chose que tu nous avais dite, c'est « Les filles, votre travail est beaucoup plus féministe que vous le pensez. » Puis je trouve que c'est ça qui s'est passé. Ah oui? C'est ça qui s'est passé dans ces 10 années-là où on a pris conscience de notre propre féminisme, en fait, puis qu'on l'a bien sûr outillé puis développé. Oui, puis oui, l'assumer, là, tu sais. On l'a assumé, bon. Ouais. 2018. Théâtre de l'affamé. En un mot. Note, le féminin est ici employé pour nourrir le texte. Les femmes. C'est génial. Les femmes et leurs expériences dans les sphères privées, sociales, politiques et artistiques. Les femmes et leurs histoires plurielles traversées par les féminismes. La femme et son théâtre dans l'urgence qu'a l'affamé de trouver ses vivres. Exit le pain.
Les affamés croient qu'il faut s'investir à recréer et à faire revivre une culture des femmes. Elles voient la scène comme un lieu fertile à la création de personnages complexes et intéressants, féminins, masculins ou qui s'identifient autrement, qui interrogent leur contemporanéité. Dans une langue québécoise actuelle et radicale, elles cherchent à transcender le quotidien afin de se réfléchir et de nous réfléchir collectivement. C'est par une analyse féministe des sujets et du processus créateur qu'elles affirment leur engagement. Donc, en tout cas, je trouvais ça intéressant, en fait, d'exposer le chemin parcouru en 10 ans et dans notre affirmation et aussi avec tous les outils, c'est ça, qu'on a mis dans notre sac à dos. Donc, voilà. Je poursuivrai avec un extrait du slam de la Coalition de la robe, un slam autour de Léa Robach, qui a été aussi une grande influence dans notre parcours. Ouais. Ah oui. Nous sommes la Coalition de la robe. Coalition. Pour nos affinités féministes partagées, notre cohésion. Coalition. Pour nos identités singulières tournées vers un but commun, le théâtre féministe. De la robe. À la mémoire de ces ouvrières du textile, de cette lutte des classes féministes, à la mémoire de Léa Robach. Tu veux tout. L'action, la parole, l'énergie. Tu prends tout. Le culot, la force, le défi. Tu as tout. L'intelligence, le regard espiègle, la voix perçante. À 16 ans, tu travailles, tu t'actives déjà tellement. Montréal, c'est plate, il n'y a rien à faire. Tu parles 3 langues. Déjà, tu peux bouger, tu peux tout faire. Tu pars. New York. Tu repars encore. Berlin. Les années 20, le monde est fou, le mouvement te transporte. Tu avances dans la liberté. Tiens, je vais entrer chez les communistes. Le travail. Ensemble. La réflexion. Commune. Tu veux faire comprendre l'importance du front commun. Mais le monde est borné. Léa Robach. Tu reviens. Montréal. Encore. 1936, c'est le temps. Le temps de l'union de la robe. Je voulais pouvoir dire nous et que ce soit nous. Bon, c'est un extrait du slam autour de Léa Robach. Le fait que la Coalition de la robe a choisi souvent dans son processus d'investir en fait des personnages féminins importants, réels de l'histoire en fait, ça nous a beaucoup influencé dans notre travail à différents niveaux et dans l'écriture de ce non-livre, par exemple en rencontrant Carole Fréchette. Le fait en fait que les femmes de la Coalition de la robe aient eu envie de mettre des personnages importants de notre histoire à l'avant-plan de leurs œuvres, ça nous a donné envie de faire la même chose. Et c'est ce qui m'a poussée, entre autres, justement, j'ai dit 2 fois la même chose, c'est pas grave, Carole Fréchette, du Théâtre des Cuisines, en fait, dont le travail a été très peu documenté. Ouais, exactement. Puis elle-même était terriblement surprise, en fait, quand je l'ai datée au Feu, le Café Laïka. Et elle me disait que c'était vraiment très rare, en fait, qu'elle avait la chance, l'opportunité de revisiter sa propre histoire au Théâtre des Cuisines. Donc, son entrevue se retrouve dans le livre. C'est vraiment touchant. Ce qu'elle dit là, en fait, on le retrouve nulle part ailleurs. Je trouve ça intéressant, en fait. Donc, voilà. Mais on le fait aussi dans notre travail. Dernièrement, avec Chienne encore, on a choisi de faire rayonner le travail des femmes dans cette pièce-là. Dans Chienne, on a intégré un personnage qui existe vraiment, qui s'appelle Nida Badouane, qui est une photographe en fait palestinienne, qui s'est enfermée pendant plus d'1 an dans sa chambre à Gaza, puis qui a fait en fait un portrait qui s'appelle 100 jours de solitude, qui est une série de photos en fait sur son enfermement, mais qui finalement s'est avéré très salvateur. Donc cette femme se retrouve concrètement dans la pièce. Elle est un personnage lumineux dans Chienne, dans ce sombre récit. On parle aussi de Anna Wyke et plus précisément de son œuvre Intravénus, en fait, qui relatait
différentes étapes de son cancer incurable. C'est encore une fois une série de photos. On parle de toutes sortes d'autres femmes, en fait, dont on se donne le devoir de faire rayonner le travail dans la pièce. Marc-Claude aussi, tu le fais dans tes travaux de recherche. Tu le fais, tu le fais, puis tu le fais encore. Tu peux peut-être parler de lieux possibles. Ben oui, Léa Robach, ça m'a beaucoup... En fait, je pense que ça a mis une piste. Dans mon mémoire de maîtrise, j'ai travaillé sur Jovette Marchessault et Violette Leduc. Jovette Marchessault, qui est une auteure féministe québécoise, lesbienne, de qui on n'entend pas beaucoup parler. Violette Leduc est une auteure française qui est décédée dans les années 70, qui est pratiquement peu connue, qui a été révélée par Simone de Beauvoir. Moi, c'est toute cette question-là, justement, j'ai abordé la question de la génération symbolique, de tous ces liens de filiation-là à travers l'écriture, notamment. Mais donc, cette figure-là de Léa Robach, cette militance-là m'a beaucoup inspirée, justement, puis ça nous a suivis, nous aussi, à déterrer cette histoire des femmes. Là, puis c'est Jovette Marchessault qui disait ça aussi, mettre en valeur la culture des femmes. Donc, c'est ce lien-là aussi qu'on essaie de créer. Qui a même donné lieu à un poème dramatique. Je trouve qu'il y a une belle corrélation aussi. Puis, il y a aussi dans la pièce Youngness pour Projet Ibris. Oui, j'ai amené l'idée d'Huguette Gaulin, qui est une poète québécoise qui s'est immolée en 72. La poésie de Gaulin n'est pas beaucoup connue non plus. Puis bon, avec Projet Ibris, ça a été un peu la trame de fond. Dans Youngness, on aborde la jeunesse, la révolte, le côté subversif, l'énergie. Puis Huguette Gaulin, il y a quelque chose de son énergie, mais dans son écriture, dans sa poésie, qui est comme pas tenable, en fait, là. Donc de s'inspirer de ces figures-là un peu méconnues, invisibles. Donc, c'est comme tout un travail de remise en valeur aussi. C'était Nous rêvions de colère magnifique. Nous rêvions à des colères magnifiques. À des colères. Oui. Voilà, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc, un autre extrait important d'archives qui est une performance, en fait, qui a eu lieu pendant le mouvement Agression non dénoncée. La performance que les femmes de la coalition de la robe ont fait, en fait, elles ont repris une performance qui avait déjà eu lieu dans les années, fin des années 60. Léa Lublin. Oui, exactement. Qui s'appelait Pont-Marie. Je me rappelle plus de l'heure, mais bon, en tout cas, en fait, elles avaient mis sur une banderole toutes sortes de citations de femmes qui vivaient des discriminations ou des formes de violence, et elles ont jeté à la mer cette banderole. Les femmes de la coalition de la robe ont fait la même chose pendant le mouvement Agression non dénoncée, puis à partir de ce moment-là, on s'est vraiment... ça a été déjà une onde de choc, comme pour beaucoup de gens, mais on s'est vraiment questionné sur le pouvoir symbolique d'une action artistique, puis de ce que ça peut générer comme réparation. Donc, toute une réflexion autour de la culture du viol s'est amorcée, et nous, on a fait du millage là-dessus. C'est vraiment le point de départ, c'est vraiment le livre. Pour ça, on a écrit une pièce, en fait, pour un jeune public qui s'appelle « Débrancher, Unplug », qui est vraiment une pièce sur les violences dans le monde adolescent. Et on a, à travers cette pièce-là, vraiment créé un nouveau hashtag qui s'appelle hashtag Nous sommes trop. Et c'est donc vraiment deux amies, deux filles dans une école secondaire qui sont complètement bouleversées par une agression qui a eu lieu dans un party. Une fille, une élève de leur école qui s'est fait agresser dans un party, et qui vont vraiment créer une soirée, un spectacle, en fait, autour de ça pour sensibiliser leur école. Donc, voilà, c'est directement inspiré du mouvement Agression non dénoncée. Marie-Claude, tu peux peut-être aussi parler brièvement de ton implication comme bénévole.
à Concordia? Oui, ben quand j'étais en études féministes, j'étais bénévole au Centre de lutte contre l'oppression des genres, puis j'ai suivi une formation d'écoute active, de support, support entre les pairs, par les pairs, en fait. Puis ça fait écho à ça parce que, en fait, le programme de support entre les pairs, c'est que quelqu'un peut appeler puis juste venir vouloir avoir besoin de se confier à quelqu'un au centre, puis on était des bénévoles disponibles à ça. Et donc, j'ai entendu plusieurs histoires qui font justement écho à ça, à toutes ces formes d'agression-là. Et puis, je sais pas c'était quoi le lien qu'on voulait faire avec ça, mais en fait que ça... ça a bien sûr eu des incidences absolument, dans le livre, oui, en fait. C'est ça. Puis dans notre façon de nous parler. De parler de ça aussi, oui, c'est ça. Puis de s'écouter, puis de comment de se confier aussi. Là, je vois un petit peu le temps passer, fait que je vais peut-être synthétiser mes 2 derniers points. OK, bien, je vais quand même synthétiser parce que... On va avoir le temps de questions. C'est ça, là, j'ai juste un canevas, puis des fois, je suis plus longue que prévu. Donc, voilà. Fait que il y a une autre archive, en fait, de la Coalition de la robe, qui est une pièce de théâtre qui s'appelle Yvette et Stella, qui nous a aussi beaucoup influencé sur, en fait, l'opposition des points de vue féministes différents. Parce que dans cette pièce de théâtre, en fait, elles ont choisi 2 personnages, Yvette, la Yvette, qui a déclenché le mouvement du même nom à l'époque du premier référendum, et Stella, qui est Stella Phillips, à qui on doit le Centre pour les travailleuses du sexe à Montréal. Et donc, ces 2 personnages-là se retrouvent ensemble. Yvette est la mère de Stella dans la pièce. Elle se retrouve dans un CHSLD, pas au chevet, mais dans la chambre de la grand-mère de Stella, donc de la mère de Yvette. Ces 3 femmes-là, intergénérationnelles, discutent, je ne veux pas vendre le punch, comme on dit, mais bref, en tout cas, c'est vraiment une opposition de points de vue féministes différents qu'on valorise, en fait, carrément. Chacune a ses raisons de défendre sa position, puis c'est très riche, en fait. Donc, ça nous a beaucoup aussi influencés. Il y a un extrait, entre autres, qui a été écrit par nous dans le livre, qui est vraiment consacré à pas une critique, mais le fait d'avoir revisité les 3 seuls numéros de la revue Jeu consacrés au théâtre des femmes. Mais donc, on voit en fait une ligne du temps se dresser, puis c'est vraiment intéressant parce que, bien sûr, c'est des points de vue féministes vraiment très différents. Donc, ça nous a directement influencé pour l'écriture de ce passage-là. Peut-être finir avec le petit guide. Le petit guide? Fais ça? Oui. Oui, tu as bien raison. C'est une excellente idée. Bref, je vais juste synthétiser en disant que la Coalition de la robe nous a vraiment incité à pas avoir peur aussi de critiquer notre propre milieu, parce que c'est positif, ce n'est pas être contre, mais c'est être pour et avec. Donc, on a tout écrit dans différents contextes pour critiquer notre milieu, pour une meilleure représentation des femmes dans le milieu théâtral québécois francophone, parce que c'est celui qu'on connaît. C'est aussi issu du livre. Et ce qui nous a le plus apparu, c'est les alternatives. Qu'est-ce qu'on choisit de mettre en lumière? La notion de consentement dans l'acte artistique, le pacte qu'on a avec le public. On a une responsabilité artistique qui est liée à ça, qui est importante. Les rapports de pouvoir, comment on questionne ça. Puis, on s'est nous-mêmes commis, en fait. On a fait une critique autour de Table rase, de L3X. Je trouve que c'est terriblement constructif. Moi, j'aimerais ça, là, qu'on me critique comme ça dans un dialogue, puis vraiment des gens qui prennent le temps d'investir vraiment ce qu'on a cherché à faire. Puis une critique dans une posture féministe à assumer. Absolument, oui. Et donc, bref, il y a toutes sortes d'outils qui nous ont servi dans l'écriture de ce livre-là. Puis on a essayé de synthétiser ça, en fait, dans un petit guide
le petit guide pratique pour un théâtre féministe, qui nous suit, moi, dans ma pratique comme metteur en scène, qui fait ses premières armes en ce moment d'ailleurs, comme autrice, comme personne. Et voilà. 115. J'ai perdu mon papier. OK, je suis là. Petit guide pratique pour un théâtre féministe. L'analyse féministe demande de la curiosité. Voici des pistes, colle ça sur ton fridge. Orienter ses lectures. Tu cherches. Plusieurs grandes réflexions ont été faites et se poursuivent à partir d'une posture féministe. Si tu ne trouves pas, les plateformes médiatiques ne manquent pas pour échanger. Pose des questions. Mieux, va jaser avec des libraires féministes. 1426 rue Baudry. Lire du théâtre. Tu lis Jovette Marcheseau, Paul Pelletier, Denise Boucher, le collectif de la Nef des Sorcières, le Théâtre des Cuisines, le Théâtre expérimental des femmes, entre autres, parce qu'elles sont aussi tes contemporaines. S'intéresser aux autres formes d'art. D'autres artistes féministes peuvent t'inspirer et te motiver. Il existe une galerie d'art exclusivement féministe à Montréal. Va donc faire un tour au 4296 Saint-Laurent. En tant que spectateur, spectatrice, regarde autre chose. Y a-t-il des points d'intersection? Il y en a toujours. Reliés au genre, au sexe, aux races, aux orientations sexuelles, aux classes sociales, à la condition physique. Où se trouvent les rapports de domination? En tant qu'acteur, actrice, à qui tu parles? Comment le fais-tu? Es-tu subversive ou recrées-tu des stéréotypes qui renforcent des dynamiques de pouvoir? En tant qu'auteur, autrice, tiens, inspire-toi de théories, n'aie pas peur. Fais-tu bouger le statu quo ou l'aides-tu à se consolider? Assumes-tu la scène de théâtre comme un espace alternatif ou ramènes-tu des images remâchées de la culture des médias de masse et des lieux communs télévisuels? Et si tu le fais, es-tu vraiment sûr qu'il y a un deuxième degré? Soupir. En tant que metteur en scène, choisis-tu ta distribution et ton équipe pour leur manière propre de faire avancer l'œuvre? Réinscris-tu le show dans ce qu'il a déjà été 1000 fois avant ta mise en scène? Exerce-toi à trouver des alternatives féministes. Oui, c'est ça, tu t'es trompée tantôt. En tant que producteur, productrice, axes-tu la promotion du spectacle sur les vedettes? Fais-tu la publicité d'un artiste au détriment des autres? Si oui, pour quelle raison? Remets-tu l'œuvre au centre de l'attention? En tout temps, demande-toi ce que c'est de vivre en situation minoritaire. Demande-toi ce que ça peut vouloir dire être cette personne. Un théâtre féministe se doit d'être radical dans sa prise de risque. Et j'ajouterais le penchant positif de la peur. C'est le risque. Ben voilà. Voilà. Merci. Merci. Un parcours de 6 ans.